Bonjour et bienvenue au podcast Cross Knowledge où nous explorons les dernières tendances, opportunités et défis liés à l'apprentissage en entreprise. Découvrons ensemble l'invité du jour. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast The Human Advantage, regard de leader. Je m'appelle Magali Finet-Perdu et je vais animer ce podcast aujourd'hui. The Human Advantage, regard de leader est une série qui explore le rôle crucial des personnes et des collaborateurs dans le succès des organisations. L'idée est d'avoir des conversations spontanées avec des leaders et des experts qui ont démontré un fort engagement dans la mise en valeur et le développement d'un environnement de travail plus humain. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une professionnelle exceptionnelle dans le domaine du retail et du learning. Elle a bâti sa carrière initialement dans le secteur retail, occupant des postes stratégiques pour mener l'accélération de l'omnicanal, atteindre l'excellence opérationnelle et bien sûr stimuler la performance en retail. Par la suite, elle a évolué vers un rôle stratégique en tant que catalyseur du développement des collaborateurs, tout en alignant ses actions sur la stratégie business. Emmanuelle Aubrio de la Palme est actuellement Head of Global Learning and Development and Leadership chez Parfums Christian Dior et elle sera notre guide aujourd'hui. Ensemble, plongeons dans le passionnant sujet de la culture managériale. Alors Emmanuelle, un grand merci tout d'abord de vous joindre à nous sur le podcast. Bonjour. Merci. Alors, première question, vous avez longuement occupé des fonctions dans le domaine du retail. Désormais, vous êtes Head of Global Learning and Development and Leadership depuis près d'un an. Quel est le lien, selon vous, entre ces deux chapitres de votre carrière ? Tout d'abord, bonjour et merci Magali de me recevoir et d'écouter mon humble voix sur le sujet. J'ai en effet plus de 20 ans d'expérience en retail et si je compte mon job d'étudiante dans un magasin de chaussures à Paris, j'ai dû occuper tous les métiers ou presque possibles en retail. Chez Decathlon, où j'étais responsable univers, Sephora, directrice de magasin, pour rejoindre il y a 15 ans Parfums Christian Dior à des postes régionaux, nationaux. J'ai eu aussi la charge de la Retail Education. Et plus récemment, effectivement, j'étais à la tête de la Retail Performance à un niveau global. Donc, même si j'ai mis un peu de temps à me laisser convaincre, le lien, en fait, entre ces deux chapitres de ma vie est assez évident et j'en vois deux très forts. Je dirais que d'une part, le retail, c'est avant tout de l'humain. C'est driver des équipes commerciales. Personne plus que les équipes retail passe de temps à recruter, former, coacher ou animer des équipes. C'est une responsabilité qui est très vite donnée et accompagnée. Et c'est vrai que ça fait partie de l'équation. Et en cela, je dirais que Decathlon et Sephora ont probablement été parmi mes expériences les plus apprenantes. Ensuite, au-delà de cet aspect très humain, effectivement, mon dernier titre, c'était Retail Performance. Donc, une de mes missions, c'était accompagner la performance. Et c'est vrai que mon credo et la façon dont je considère la performance a toujours été un peu différente parce que souvent on se dit que la performance on l'associe à des KPIs, à des indicateurs de performance. Et en fait la performance, mais en fait ce n'est rien d'autre que le résultat de ce que font les gens. Et si on se concentre sur les KPIs, on se concentre sur le résultat et non pas sur le comment. Donc l'approche que j'ai toujours eue, au-delà du suivi chiffré de la performance ou de la mise à disposition des bons outils, c'est d'accompagner les équipes pour qu'elles aient le bon focus et qu'elles aient les bons moyens pour bien faire les choses. Donc, c'est en cela aujourd'hui que même si je découvre un nouveau métier, mon rôle, ça reste d'accompagner la performance des collaborateurs, c'est-à-dire leur réussite dans leur mission. Sauf qu'il y a une dimension un peu plus nouvelle et renforcée qui est d'accomplissement et d'épanouissement aussi du collaborateur. D'accord. Donc, effectivement, une vraie continuité et une complémentarité entre ces deux grands pôles d'activité et de chemin. D'accord. Selon vous, comment est-ce que les entreprises peuvent vraiment instaurer une culture du learning ? Eh bien, pour avoir fait du learning dans mes fonctions retail, il est vrai qu'en pédagogie, notre rôle, c'est de se mettre au service du learner. On l'emmène d'un point A à un point B, c'est la règle de base. Mais ce que j'ai envie de préciser, c'est que dans mon rôle aujourd'hui, donc j'ai un rôle global de L&D, mais j'ai aussi la responsabilité France et les équipes formation France, donc d'un marché.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu ces deux prismes. Et ce que j'observe, c'était un peu mon rapport d'étonnement, c'est que on a une approche avec de très belles initiatives. On a eu de très belles initiatives de learning, mais pas pour autant une culture forte du learning. Et en fait, je pense qu'il y a un rééquilibrage à faire parce que effectivement, pour une culture du learning, il faut un environnement qui le favorise. Et ça, je nous apprends rien. Mais ce qu'il faut rééquilibrer, pour moi, c'est le rôle entre le learning et développement, qui n'est qu'un des piliers, qu'un des acteurs, et qui offre des opportunités. Et rééquilibrer ce rôle avec le rôle de l'apprenant lui-même, qui doit être l'acteur de ce développement. Il doit saisir les opportunités, les transformer, s'y engager. Et il y a un autre acteur fondamental, qui est celui du facilitateur, du coach, qui n'est autre que le manager. Et pour moi, il y a un triangle magique qui se joue entre les équipes learning et HR, le manager et l'apprenant. D'accord. Donc c'est intéressant à la fois cette complémentarité, le prisme que vous avez, et puis cette identification que vous avez de ce triangle collaboration, L&D, manager et apprenant. Ce qui m'emmène à la question suivante. Vous avez souligné l'importance de la culture managériale pour accompagner et engager les collaborateurs. Est-ce que vous pourriez justement nous éclairer sur ce que vous entendez par culture managériale? Alors, on est habitué à parler de culture. Et la culture, c'est la réalité d'une entreprise. C'est des comportements observables vécus dans une entreprise. Et c'est donc le fruit de nos comportements à tous. Mais ils sont influencés par la direction de nos entreprises et déclinés par nos managers en particulier. Donc, c'est pourquoi, dans mon rôle aujourd'hui, j'ai un focus très clair sur ce développement et cet accompagnement de la culture managériale. Et c'est la thématique prioritaire de ma roadmap. J'ai effectivement besoin des managers comme porte-parole de cette culture du développement et comme facilitateur. Le manager est celui qui donne des objectifs, qui donne le feedback, qui permet de construire avec ses collaborateurs les axes de développement. Et si ça ne se produit pas, le L&D, il se retrouve en position où on fait du push. Donc, il y a déjà ce premier aspect. Et c'est dans cette culture avec un focus vers le learner qui est important dans la culture managériale. Et par ailleurs, si le développement du collaborateur n'est pas considéré comme un des piliers de la performance par le manager lui-même, par l'entreprise elle-même, eh bien, il va pas lui accorder le temps ni de se former, ni d'essayer, ni de pratiquer. Donc, notre culture managériale, on doit aussi l'influencer sur cette notion d'innovation, de laisser le temps, de confiance à nos collaborateurs. Et c'est juste aussi simplement que ça, de laisser le formateur aller à ses formations ou prendre du temps pour se former. Donc, pour moi, le manager a un rôle clé pour permettre le rééquilibrage dont je vous parlais, de ce triangle magique, et pour construire et participer par le biais de la culture managériale à la culture plus globale de l'entreprise. Et ce que j'ai peut-être envie de dire pour conclure sur cette question, et on l'a tous beaucoup entendu, et je pense que c'est une réalité, on rentre dans une entreprise pour sa beauté, pour la promesse qu'elle nous fait, mais on en part souvent à cause d'un mauvais manager. Et je pense que nos enjeux aujourd'hui d'entreprise, un de nos enjeux business qui est renforcé avec les nouvelles attentes des collaborateurs, c'est certes d'attirer, mais de retenir nos talents. Et juste cette phrase, on en part souvent à cause d'un mauvais manager, ça sous-entend et ça démontre à quel point l'importance de la culture managériale est un enjeu business aujourd'hui. Très bien. Et effectivement, vous avez noté, vous avez relevé 2 termes intéressants. C'est la notion de temps, bien sûr, hein, tout le monde en parle. Comment, le collaborateur peut-il dégager du temps? Vous avez parlé aussi de confiance du manager envers son collaborateur et le lien avec le business pour que ça ait un impact et que ça ait vraiment que ça emmène, le collaborateur vers, les objectifs, business. J'ai envie juste de rajouter, quand je parlais de confiance, c'est la réciproque. Il faut mettre le collaborateur dans une zone de confiance pour pouvoir aller demander le feedback, pour pouvoir essayer et pour pouvoir l'entendre aussi, ce feedback. Être en confiance par rapport aux objectifs qu'on lui donne. Donc, pour moi, il y a une notion de réciprocité dans un climat de confiance. D'accord, OK. Et justement, selon votre point de vue, comment est-ce que
le département Learning et Développement peut soutenir efficacement cette culture managériale? Eh bien, je pense que c'est d'abord en faire une priorité. Développer des programmes adaptés et qui doivent être en lien avec les gaps réels et existants dans votre entreprise. C'est connaître ces gaps culturels, la réalité, avoir pris le temps d'écouter les collaborateurs pour comprendre ce qui manque à notre culture managériale. Il y a bien évidemment les fondamentaux auxquels il faut répondre, mais après, c'est choisir et identifier ce qui manque aujourd'hui dans l'entreprise pour faire évoluer cette culture managériale. Ensuite, c'est engager les directions, les patrons dans les marchés, les patrons des grandes directions. Et surtout, et ce qui est très difficile pour quelqu'un comme moi qui vient du retail, accepter que ça prend du temps. Enfin, je pense qu'il y a une notion importante, c'est quelque chose qu'il faut animer tout au long de l'année. C'est pas qu'une histoire de programme de formation, c'est de prise de parole auprès des managers et d'échange auprès des managers et tout au long de l'année, avec un accompagnement spécifique de ce sur quoi on les attend, en lien avec les conversations managériales qui sont, il y a une réalité d'un calendrier et qu'il faut être présent aussi auprès des managers dans ces moments forts. D'accord. Donc vous avez dit, identifier les gaps, et puis ensuite, identifier les priorités. Justement dans un contexte où les budgets se contractent, quel serait votre conseil aux leaders, learning et développement, pour obtenir les ressources qui sont nécessaires au développement de cette culture managériale qu'on a mentionnée précédemment? Alors je dirais trois choses. Je dirais prioriser, prioriser et prioriser. Ensuite, cette réalité globale liée à l'insécurité du monde actuel amène les entreprises à de plus en plus de prudence, d'efficience. Et en général, quand on fait des coupes budgétaires, c'est un peu plus sur ce qui touche à l'humain et au développement. Donc en fait, si on se dit que cette efficience budgétaire, efficience des modèles de l'entreprise est une priorité, eh bien ça doit devenir une priorité du learning et développement. Et comprendre dans votre entreprise comment on accompagne cette efficience budgétaire ou cette efficience du modèle de l'entreprise. Donc ça, c'était le deuxième point. Ensuite, ce que je fais, c'est que je parle beaucoup aux patrons du business, bien évidemment, mais aussi et presque plus avec les équipes de la finance aujourd'hui. Ce qui m'a permis d'identifier les enjeux clés et de créer cette collaboration avec les équipes qui sont aux mains de l'exercice budgétaire. Et mon troisième conseil, c'est l'aspect marketing. On doit faire plus de marketing de nos actions. La notion de ROI, ça reste un challenge en learning. En retail, une action paye tout de suite. On vend ou on vend pas. C'est vrai que c'est la complexité de notre métier L&D et ça le restera puisque on change des comportements, on impacte des compétences, mais tout ne se voit pas forcément tout de suite. Donc, il y a une notion de valoriser notre contribution et prendre le temps de faire le marketing de nos actions et de leur impact. Donc vous disiez effectivement cette importance à passer du temps avec les acteurs business ainsi qu'avec les acteurs finance. Si vous deviez donner des conseils à un nouveau leader learning et développement lors de ses premiers 90 jours dans une entreprise, quels seraient-ils? Alors, je dirais de prendre le temps de comprendre ce qui marche bien, les succès d'avant votre arrivée et de les amplifier. Et pendant ce temps, vraiment prendre le temps de comprendre les 2-3 grands enjeux de votre organisation pour n'en faire que vos uniques priorités. D'accord. Merci pour ces conseils. Un petit défi, et c'est la dernière question que je vais vous poser. En quelques mots, comment voyez-vous le rôle du développement des compétences dans les entreprises en 2024? Il est crucial, je pense qu'il l'a toujours été. Mais comme les règles du jeu ont changé, d'une part entre les entreprises et les collaborateurs, le développement et l'épanouissement sont une attente forte des talents. Ensuite, le monde bouge encore plus vite. Donc les entreprises qui feront la différence sont celles qui savent s'adapter plus vite, qui ont l'agilité et qui ont les talents qui savent s'adapter et prendre les bonnes initiatives. Et donc qui auront les bonnes compétences et les bons comportements. Donc en fait, il est impératif d'identifier les compétences et les comportements clés pour les quelques années à venir. Je pense qu'on est clair sur les compétences d'ores et déjà. Il est déjà trop tard en 2024 pour les identifier, mais ce sont des compétences liées
à l'omnicanalité, au digital qui fait que nos business models évoluent. Mais il y a aussi quelque chose de très important pour moi qui doit être une priorité en 2024 et à venir, ce sont les comportements. Parce qu'effectivement, l'omnicanalité apporte beaucoup plus de transversalité. La collaboration, les nouvelles façons de travailler liées à cette nouvelle réalité économique, mais aussi aux états des collaborateurs, pour moi, sont clés. Donc, en fait, plus que des compétences clés, il faut regarder les compétences et les comportements à développer en 2024 et les années à venir. Très bien. Eh bien, écoutez, Emmanuel, merci beaucoup pour ces réponses. Ce focus sur les compétences et les comportements, c'est vraiment clé. Je trouve que c'est intéressant de conclure par ces aspects-là. C'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup pour votre participation, Emmanuel. Un grand merci de vous être joint à nous aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Cross Knowledge. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. À bientôt!